Mayotte, actualité. Nous parlerons de l'éducation avec la situation au collège K1, grève de l'intersyndicale, fin de conflit à la SMAE, insécurité, et nous finirons avec le karaté, l'acte 2 du karaté à Mayotte. Mais tout d'abord à la une de ce journal, je vous le disais en titre, au collège K1, les parents ferment l'établissement. C'est une intersyndicale du personnel du collège K1 à Kaweni qui a initié une grève pour protester contre, je cite, le manque de considération et de respect que subissent les assistants d'éducation AED. Selon l'intersyndicale qui protestait ce mardi matin à 6h30 devant les portes de l'établissement, les conditions de travail des assistants d'éducation AED se sont dégradées depuis l'arrivée de la nouvelle direction. Si au début de la journée les élèves avaient pu accéder à leur salle de classe en passant devant les grévistes, par la suite ce sont les parents qui ont décidé de rejoindre le mouvement car selon eux, si les AED ne travaillent pas, la sécurité de leurs enfants n'est pas garantie. Les grévistes réclament depuis jeudi un engagement de la direction de l'établissement à adopter une communication plus respectueuse pour l'équipe de la vie scolaire et des AED. À la suite d'une rencontre avec le recteur et son cabinet, une feuille de route a été mise en place. La direction doit revoir sa communication avec le personnel du collège et un directeur des ressources humaines devrait prendre place. Ce mercredi, l'établissement ne devrait pas rouvrir, mais une rencontre est prévue entre les deux parties pour discuter. Nous poursuivons avec la grève de l'intersyndicale des 3 fonctions publiques qui, elle, est suspendue. Hier, la manifestation de l'intersyndicale de la fonction publique pour réclamer de meilleures conditions de travail, une amélioration des rémunérations et des conditions de sécurité acceptables pour tous, ainsi que de l'eau, n'a pas remporté le succès attendu puisqu'à peine 300 personnes étaient présentes à la place de la République. Les responsables de l'intersyndicale ont décidé de changer de méthode. Après une manifestation remarquée devant le collège K1 hier matin, les organisations syndicales du CHM ont bloqué la rue face à l'entrée principale avec des poubelles. Ils ont obtenu l'organisation ce matin d'une réunion avec la direction, mais aussi une réunion en préfecture autour du préfet, du directeur du CHM et du recteur pour faire le point sur un sujet sensible, à savoir l'indexation. Le préfet, le recteur et les directeurs du CHM et de l'ARS vont remonter les demandes au gouvernement et dans l'attente d'une réponse d'ici 3 semaines, le mouvement est suspendu et hormis au CHM où il y a un problème de sécurité, le travail reprend. Mais l'intersyndicale a précisé qu'en cas de réponse non satisfaisante, la grève pourra reprendre. Et comme on dit chez nous, Jishtema, autre grève qui prend fin, celle des salariés de la SMAE. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. Les salariés de la SMAE sont en grève depuis le 2 octobre dernier. Une grève menée là aussi par une intersyndicale constituée de la CGTMA et de la CFDT. Après des débuts difficiles puisque les négociations ne se mettaient pas en place entre la direction et les représentants syndicaux, la direction a 20 ans souhaité négocier avec EFO, ce qui avait provoqué la colère de l'intersyndicale puisque EFO n'était pas signataire du préavis de grève. Hier, après 2 semaines de grève, l'intersyndicale de la SMAE composée de la CFDT et de la CGTMA a signé avec la direction un protocole de sortie de conflit comportant les points suivants. Les 2 salariés licenciés seront aidés à leur retour à l'emploi par l'entreprise. La prime d'astreinte des salariés sera doublée dans un délai le plus court possible. Les salaires seront augmentés de 2% en attendant les NAO et la participation, même si elle n'est pas obligatoire, sera versée en 2023 si les résultats de l'entreprise le permettent. Le travail devrait donc reprendre ce matin à la SMAE qui, pour rappel, est une entreprise du groupe Vinci. Insécurité pour la suite de ce journal avec les suites de l'enquête sur l'affaire de l'homme incendié dans une poubelle à Cavani. Vous vous souvenez sans doute de cette histoire sordide qui s'est déroulée le 23 septembre dernier dans un contexte de guerre entre Cavani et Mtsapere et dans lequel un jeune homme avait été découvert dans une poubelle en feu. Les policiers avaient réussi à éteindre les flammes, sauvant ainsi le jeune homme. Cette agression avait fait suite à une première agression au cours de laquelle une bande rivale avait tabassé un jeune avant de lui planter une barre de fer dans la boîte crânienne. Jeune qui avait été évassalé par le CHM vers la Réunion. Selon une source proche du dossier, pour ce qui concerne le jeune incendié dans une poubelle, l'enquête avance. Cette personne d'origine comorienne et française, dont certains majeurs, sont placés en garde à vue. Il semblerait que les guerres de gang soient à l'origine de cette sauvagerie. Hier matin encore, le rond-point du Baobab était bloqué pendant plus de 30 minutes suite aux affrontements entre les 2 camps et la police est venue disperser tout ce beau monde à coups de gaz
gaz lacrymogène. Je vous propose de clôturer cette édition avec l'acte 2 de la Fédération mahoraise de karaté. Vous vous souvenez sans doute de cette affaire dans laquelle, au cours de l'acte 1, la semaine dernière, la Fédération française de karaté avait décidé de suspendre les attributions du comité de Mayotte. La direction avait alors dit que les clubs pouvaient retourner sous la tutelle de la Réunion, mais suite à une réunion des différents clubs ce week-end, il a été décidé qu'un appel sera formulé contre la décision nationale, car les clubs mahorais veulent rester affiliés à la Fédération française de karaté et non dépendre de la Réunion. Selon le président de la Fédération mahoraise de karaté, Tostao Amada, les bilans et procès-verbaux d'assemblée générale n'ont pas été transmis car aucune subvention ne leur a été accordée par la Fédération nationale. Sous couvert d'anonymat, certains responsables ont expliqué qu'ils ne voyaient aucune difficulté à changer la gouvernance actuelle. Donc, je voulais vous dire que nous avons reçu le conso, c'est-à-dire la consommation de l'eau pour la semaine, et les nouvelles sont cette semaine encore une fois pas top, puisque les consommations ont augmenté et sont passées de 2007 à 2008, de 27 000 à 28 000 mètres. Mètres cubes. On reprend. De 27 000 mètres cubes jour à 28 000 mètres cubes jour. Et au moment où on s'approche de la vidange des retenues collinaires et que l'on sait que nous ne disposerons plus ensuite que de 20 000 mètres cubes jour, il est grand temps de réduire encore nos consommations et de poursuivre nos efforts. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est hyper important. Effectivement. On n'a pas d'autre alors il y a choix. moi qui suis réveillée ce matin, ou alors vous vous en foutez, mais c'est un truc de malade. Non, mais on sait que les tours d'eau vont augmenter à partir d'aujourd'hui. Oui. Donc, Oui, c'est oui. pas... Alors, moi je reprends le wording de la PREF parce que c'est très important. Non, Cassandra. Alors, expliquez-nous, oui, Anne-Constance. les périodes de coupure n'augmentent pas. En revanche, les périodes de remise en eau se réduisent. Ah, Merci c'est pas pour la pareil. précision. La Merci. Vous avez sémantique raison. est différente. Oui, tout à Je fait. confirme, effectivement, c'est très très important pour nos auditeurs. Voilà. J'en attendais pas moins de vous, Cassandra. Ça, c'est de la com. N'est-ce pas? Bon, ceci dit, et en étant très sérieux, 27 000, 28 000, on est toujours dans les mêmes tranches depuis un petit moment. Et il est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, les gens qui théoriquement auraient dû avoir de l'eau jusqu'à 16 heures ce soir n'en auront plus que jusqu'à une période de temps qui est comprise entre 10 heures et midi. Ce qui fait qu'on réduit quand même de plus de 4 heures la distribution d'eau, et c'est un excellent moyen forcément pour réduire les consommations, parce qu'il faut être pragmatique. S'il faut 20 000, 28 000 ou 27 000 de consommation, c'est trop, voilà. Pas plus que les privations d'eau. Hier, une étude est sortie, puisque vous savez qu'Elisabeth Borne a confié une mission à 2 personnalités qualifiées sur le thème de l'aide médicale d'État, à savoir l'ancien ministre de la Santé Claude Évin et l'ancien directeur de cabinet de Stefanini. Ouais, de Fillon. Il n'était pas aussi directeur de campagne de Stefanini, il n'était pas aussi directeur de campagne de Fillon pendant les présidentielles. Mais aussi aux dernières présidentielles, celle qui se présentait sous l'étiquette LR. Pécresse, Valérie Oui, Pécresse. mais c'est un RPR. C'est le grand. Il est très le très grand grand. Stefanini. Il bossait avec Chirac à la mairie de Paris. Enfin, c'est un vieux de la vieille, Ouais. comme on dit. Comme on dit chez nous, les baobabs. Voilà, exactement. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup, comme cette mission a été confiée à ces 2 personnalités qualifiées, ici et là, il y a des études qui commencent à sortir sur l'aide médicale d'État. Et figurez-vous que le Figaro, hier, et vous allez voir le visuel, le Figaro en a proposé une qui donne un peu le vertige et qui expliquerait que l'aide médicale d'État bénéficie aujourd'hui à 450 000 sans-papiers, et qu'avec les 10 autres dispositifs qui tournent autour de l'aide médicale d'État destinés aux sans-papiers, c'est plus de 1,7 milliard d'euros qui partent chaque année dans ces dispositifs financiers. Et le rapport alerte parce qu'il dit
que au 31 mars 2022, il y avait 422 000 personnes qui bénéficiaient de cette aide médicale d'État et que on gagne plus de 20 000 bénéficiaires tous les mois. Sans compter Mayotte. Et tout ça, vous faites bien de le préciser, sans compter Mayotte, ce qui est Énorme. énorme, Ouais, parce que on le sait, hein, la majorité des dépenses du CHM sur les soins sont destinées à prendre en charge les soins des non-assurés sociaux à l'hôpital, donc les personnes sans papier. Je trouve que c'est vertigineux, d'autant plus, et regardez cet autre visuel, que dans le même temps, Olivier Véran a annoncé qu'il fallait trouver 1 milliard d'euros pour les retraites complémentaires, puisque vous le savez, les partenaires sociaux qui gèrent le dispositif de retraite complémentaire Agir Arco ont refusé que l'État vienne se servir, et c'est normal, hein, dans la caisse qui est excédentaire. Hein, cette caisse de retraite, comme le disent certains polémistes, cette caisse est gérée par les partenaires sociaux, employeurs et salariés. L'État ne fait pas partie de cette caisse. Elle est donc excédentaire et que dès que l'État fait quelque chose, forcément, c'est à découvert. C'est ce que disent les polémistes. Et donc, Olivier Véran cherche 1 milliard d'euros. D'un côté, on donne 1,7 milliard d'euros pour soigner des personnes qui sont en situation irrégulière sur notre territoire. Et de l'autre côté, il manque 1 milliard d'euros pour nos retraités, qu'ils soient d'ailleurs français ou pas français, mais qui ont cotisé pendant toute leur période d'activité dans notre pays. Je trouve quand même qu'il y a là matière à se questionner. Madame, monsieur, qu'en pensez-vous ? L'État a fort à faire parce que si on regarde sur notre petit caillou à Mayotte, on n'a pas l'aide médicale d'État. On n'a pas la retraite non plus d'ailleurs. C'est un fait. Et c'est une obligation constitutionnelle, on l'a dit hier, et on a besoin de cette aide médicale d'État, en tout cas pour pouvoir améliorer le soin de ces personnes. Et donc, on compte pas Mayotte sur les chiffres que vous venez de dire. Donc, il faut qu'on puisse trouver il faut que l'État puisse trouver en tout cas des solutions pour pouvoir intégrer Mayotte ou dans ce cas-là trouver une alternative, parce qu'on parlait également d'aide médicale d'urgence, peut-être de voir en fait comment on pourrait peut-être définir des critères pour ces personnes-là. Mais je suis d'avis, en tout cas, peut-être à manière exceptionnelle. Je le dis, hein, mais parce que là, du coup, on regarde à Mayotte, peut-être qu'il faudra prendre en compte et dire que le budget va forcément augmenter. Moi, écoutez, je vois pas. Quand on dit faut trouver une solution par rapport à Mayotte, c'est juste une question de décret. On a juste à appliquer l'aide médicale d'État à Mayotte. Il n'y a pas à tergiverser dessus. Donc, si l'État il veut, l'État il peut. Mais il n'y a pas de solution à essayer de trouver une solution dessus. Mais faut-il maintenir l'aide médicale d'État ? En fait, c'est ça le point. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement supprimer ? Moi, j'ai écouté hier les informations, plusieurs sources d'informations sur le sujet, avec plusieurs chroniqueurs qui s'exprimaient sur le sujet de l'aide médicale d'État en métropole, et en fait ils avaient exactement la même conclusion que nous hier, c'est que l'aide médicale d'État, même si ça coûte cher, ça permet en tout cas de ne pas engorger encore plus les services publics qui sont les hôpitaux. Ça permet de diriger ces personnes-là aussi vers le service privé. Et nous, à Mayotte, on voit qu'on a cette problématique-là. Pour moi, l'aide médicale d'État, il ne faut absolument pas la supprimer. Déjà, ça permet aussi de quantifier, de savoir combien il y a de personnes en situation irrégulière sur ce territoire, et de pouvoir en tout cas les suivre jusqu'à, ça je l'espère, jusqu'à qu'ils puissent rentrer chez eux. Mais en tout cas, je pense que supprimer l'aide médicale d'État, ça permettra encore de les laisser encore dans la nature. Et on le voit ici à Mayotte, on le voit, toutes les abus qui sont liés à ce statut-là, avec des personnes qui vont à l'hôpital sous un nom, qui retournent à l'hôpital sous un autre nom, avec des trafics de médicaments qui se fait entre Mayotte et Anjouan. Donc pour moi, on le voit, vous voyez ce que je veux dire, on a ce recul
par rapport au fait qu'on n'a pas d'aide médicale d'État, et il faut absolument qu'on puisse l'intégrer à Mayotte, et il faut aussi prévenir en tout cas les autorités en métropole de dire dans l'Hexagone, de dire faites attention, parce qu'ici à Mayotte on a des abus qui sont graves. En fait, à vouloir faire des économies à tout va, ça peut être... Alors moi je vais essayer de vous pousser dans un autre sens. On est dans une situation financière catastrophique, hein. Je rappelle, quand je dis on, c'est la France. Je rappelle que sur le marché de l'emprunt, la note de la France a été baissée, hein, au regard du volume de notre endettement. N'est-il pas le temps de supprimer un certain nombre de dépenses pour réduire notre endettement, et je vous pose la question, dans quel autre pays au monde il y a un système social, qu'il soit médical ou médico-social, un système médico-social aussi généreux que celui de la France? A-t-on encore les moyens de faire vivre cette ambition? Non, mais je tiens à le rappeler, c'est un peu notre ADN, hein. En France. Ça fait partie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une obligation constitutionnelle. Donc, si on touche à ça, ça veut dire qu'il y a des réformes qui vont se faire. Et encore une fois, je le redis, Anne-Constance et Christophe, moi je regarde en fait sur Mayotte. Mayotte n'y est pas. Mayotte a besoin notamment de cette aide médicale d'État. On a des trous dans la raquette ou un déséquilibre au CHM. C'est vrai qu'en les rajoutant, ça va encore peut-être grossir pour la France, c'est clair, ça c'est sûr. Mais elle est nécessaire en tout cas pour cette politique-là. Donc pour moi, il faut la prendre en compte, et donc il y a forcément à faire là-dessus. Donc moi, j'aimerais pas être à la place en tout cas de l'État et réfléchir et trouver en fait cet argent-là, mais elle est nécessaire pour l'aide médicale d'État, en tout cas pour ces publics-là. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.